Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là au rendez-vous et de nous retrouver pour cette deuxième journée de séminaire. Vous le savez, si vous êtes là, c'est que vous le savez forcément. Nous sommes au cœur de ce séminaire de clôture du projet BCHT, un projet qui a duré 3 ans et qui a réuni 4 réserves de biosphère autour de projets communs. Des réserves situées au sud de l'Angleterre pour 2 d'entre elles et pour les 2 autres au nord de la France. C'est dans le sud de l'Angleterre, c'est le North Devon, c'est Brighton, the Living Coast, et puis dans le nord de la France, c'est le Marais Audomarois, et puis ce sont les îles et mers d'Iroise en Bretagne. Voilà, les 4 sont présentes avec nous aujourd'hui, avec leurs acteurs, leurs managers, leurs animateurs. Et aujourd'hui, tout le programme de ce séminaire a été imaginé pour vous présenter et pour partager les expériences qui ont été menées durant ces 3 ans à destination du grand public. On va parler festival, on va parler interactivité, on va parler aussi four à charbon par exemple, et puis de tout un tas d'autres choses. On va parler en fait d'activités innovantes qui ont été développées sur le terrain. Alors, le chat est toujours ouvert, hein, vous le voyez sur votre écran. Utilisez-le pour poser des questions aux intervenants, pour faire part de vos témoignages aussi, de vos remarques. Pourquoi pas? Moi, ici, je relayerai au maximum toutes vos interventions. Tout de suite, première séquence de cette journée, direction le sud de l'Angleterre, le North Devon, avec Andy Bell et Nicolas Corrigan. Bonjour Andy et bonjour Nicolas. J'espère que vous allez bien tous les deux. Alors, je vais commencer avec Andy. Vous êtes, je le rappelle, le chef, le patron, le boss de la réserve de North Devon. Et vous allez nous la présenter dans un premier temps, cette réserve, nous la faire découvrir un petit peu, Andy, si vous êtes d'accord. Yes, that's correct. Thank you very much. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je pense qu'on a des slides à vous montrer. Tout à fait, et elles arrivent. Ah oui? Yeah. Superbe. So, yeah, the introduction is just literally that. Donc, pour commencer, je vais vous présenter très rapidement notre biosphère. Donc, c'est un site très riche qui a été désigné en 1976 et a été étendu en 2002. Donc, il y a une... Donc, il y a eu une revue pour moderniser donc la biosphère. Donc, le site n'est pas limité au système dunaire, mais en fait comprend toute l'aire du North Devon. Donc, c'est une aire très étendue. On a 160 000 habitants. Et donc, je vais essayer de vous montrer quelques sites vraiment particuliers. Donc, on peut avancer, s'il vous plaît, dans les slides. Je continuer. Oui. Donc, concernant notre gouvernance, on a un partenariat centralisé et différents groupes de travail qui sont focalisés sur différents aspects. Donc, il y a l'économie verte qui également comprend l'aspect tourisme, mais on essaye de créer aussi un lien avec le groupe nature et recherche. Suivante, s'il vous plaît. Donc ici, c'est l'embouchure de l'estuaire. C'est ici où la rivière rejoint la mer. Ici, c'est un site qui s'appelle Broughton Burrows. C'est un site qui est très étendu et c'est un site très important pour la biodiversité. Ce site boisé monte sur le moorland, donc les zones humides. Ici, on est dans l'estuaire Tortridge, donc dans les vallées. Et autour de cette région, on a une couverture boisée d'environ 12%, donc moins qu'en France, mais on a quand même beaucoup de bois.
Et on a également notre milieu marin. Donc, ici, nous avons une espèce de corail. Cette espèce est représentative de notre biosphère. Et on a également des spécialités. Donc, ceci est la mulette perlière d'eau douce. Et on sait que parce qu'il y a des problèmes de pollution dans l'estuaire, cette espèce ne se reproduit depuis 40 ans. Alors, il a une espérance de vie de 50 ans. Donc, c'est très important actuellement de travailler sur cette espèce-là. Et on a également cette espèce de poisson, une espèce spécifique de héron. Et pendant les 2 dernières années, on a découvert que cette espèce est très spécifique par rapport aux autres du même groupe dans la mer Celtique. Donc, c'est très important pour nous de protéger les sites de reproduction. Et on va essayer de faire le lien avec les sites bioculturels. On a également des aspects très riches au niveau culturel en termes de photographie. Il y a un photographe qui s'appelle James Revelius qui a travaillé pendant les années 80 et 90. Et quand on regarde les images, ça nous rappelle les années 40. Donc, ça montre cette différence au niveau du North Devon par rapport au reste du pays. Donc, c'est l'opportunité d'aborder le passé et comment les paysages ont évolué. Bien sûr, je pense qu'on n'aura peut-être jamais la même culture gastronomique que la France, mais on a quand même notre culture gastronomique, on a nos spécialités également. Et on a nos festivals aussi. Ce festival, Greenman Festival, vous montre un exemple. Donc, je pense qu'on est arrivé au bout des slides. Super, mais, vraiment merci Andy, ça donne envie de venir chez vous et de découvrir votre territoire qui a l'air absolument magnifique, riche. Alors on en reparlera tout à l'heure, hein, on vous retrouve, mais là on va tout de suite donner la parole à Nicolas. Bonjour Nicolas. Vous créez des événements, Nicolas. Vous créez des événements, Nicolas, pour le Branton Countryside Center. Et vous allez nous présenter un petit résumé, mais déjà très riche, hein, des activités qui sont mises en place, qui ont été mises en place ces 2 dernières années. Oui, donc j'ai quelques slides pour vous présenter tout ça. Donc ce centre est au cœur de la biosphère du North Devon. Nous sommes un centre d'interprétation qui permet aux visiteurs de découvrir les campagnes et les zones rurales. Donc, pendant le projet BCHT, nous avons été très impliqués. Nous avons développé beaucoup de nouveaux produits touristiques pour recréer ce lien entre l'homme et la nature. On a environ 80 événements qui ont attiré des visiteurs au niveau local, national et même international. Nous avons amélioré notre offre marketing et communication. Nous avons également eu beaucoup d'implications au niveau de la communauté. Donc, beaucoup de touristes qui venaient. Donc, on a également amélioré notre présence sur les réseaux sociaux. Et on a utilisé des outils tels que Eventbrite. Donc, on a eu une augmentation de 130% sur les réseaux sociaux et on a également augmenté notre liste de mailing.
Donc, ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on fait, au centre. On a également eu des étudiants qui sont venus nous aider, donc qui font leurs études dans des établissements locaux. Ils ont aidé dans l'organisation des événements, par exemple. L'un des étudiants vient de terminer ses études et on vient tout juste de l'embaucher. Donc maintenant, elle fait partie de nos salariés pour travailler sur les événements. Donc ça, c'est super. Grâce aux résultats du projet, on a également obtenu des financements. Pendant les confinements, on a profité de cette période pour beaucoup travailler sur notre site Internet. Donc, pour permettre aux visiteurs de retrouver les événements sur notre site plus facilement. Donc, nous avons obtenu également des financements pour développer des outils sur différents aspects, tels que la faune sauvage. Par exemple, au printemps, nous avons organisé des expériences avec un guide expert en cueillette. Et on a également développé des événements sur l'observation des oiseaux. Aujourd'hui, on s'intéresse au marketing, donc de savoir comment on peut commercialiser ces expériences. Prochaine diapo, merci. Donc, dans le cadre du projet, on a soutenu beaucoup de guides et experts au niveau locaux pour développer leur offre touristique en termes de tourisme durable. Donc, on les a aidés sur des problèmes tels que des évaluations des risques, les questions d'assurance, et on leur a proposé notre centre comme base, comme point de départ pour leur tour avec les visiteurs. On a également développé différentes façons innovatives de fonctionner. Par exemple, on organise des événements en ligne en passant par Zoom. On permet également aux visiteurs de visualiser différentes choses en ligne. On utilise également une application qui s'appelle Komoot. C'est une application GPS qu'on peut télécharger sur un smartphone et on peut l'utiliser pour des circuits de randonnée, de cyclisme. Donc, on a 12 circuits en local par thème. Donc, on a un thème sur les producteurs locaux. Donc, on peut faire un circuit de vélo pour observer les différents points. On a également des circuits focalisés sur la faune et la flore et sur l'histoire. On a également développé des contenus web intéressants. On a des cartes interactives de circuits de randonnée et de cyclisme. On a également une carte interactive verte pour promouvoir des comportements durables. Par exemple, avec des aires de stationnement pour vélos, des points de vente de produits locaux, des magasins avec des services écologiques. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Beaucoup de nos événements s'intéressent à la faune sauvage. Donc, on a eu des événements de type sciences participatives. Donc, on a eu environ 300 personnes qui ont participé. Donc, par exemple, sur des thèmes des abeilles. On a également voulu promouvoir un accès égalitaire. Donc, beaucoup de nos événements sont gratuits pour attirer un maximum de participants dans notre environnement local. Donc, pour nous, la diversité et l'égalité étaient des valeurs fortes. On est ravis de voir un engagement au niveau de la communauté locale.
donc qui sont investis dans les projets environnementaux au niveau local. Donc, grâce à des événements que nous avons mis en place, donc ils apprennent ce qu'ils peuvent faire en local pour améliorer certaines choses, par exemple réduire les risques d'inondation. Et également un point sur les castors. Donc, quelques exemples d'événements. Donc, à gauche, l'homme à gauche, c'est Dave Jenkins. C'est un expert sur les mammifères marins. Et lui, il a organisé des tours pour des visiteurs et donc il leur a parlé des espèces telles que le phoque gris. Donc, en plus de proposer beaucoup d'informations sur ces espèces et l'importance de leur habitat, les visiteurs ont pu observer les mammifères à une distance qui permet de ne pas déranger les animaux. Donc, cet événement est très actif. Donc, ce sont des balades qui s'intéressent à la faune sauvage. Donc, ça se passe dans le Bronton Burrows. C'est le système dunaire le plus grand du Royaume-Uni. C'est une zone qui a une importance forte au niveau local en termes de faune et de flore. Il y a des espèces très rares. Et donc, c'est l'occasion de sensibiliser les visiteurs. On travaille ensemble avec des écologistes et des botanistes locaux. On a eu beaucoup de participants. Les tours affichaient souvent complets. On travaillait avec des visiteurs qui venaient de partout au niveau national, mais également beaucoup de visiteurs de la région locale. Donc ça, c'est vraiment très positif. Une autre activité qu'on propose, c'est une nouvelle collaboration avec un groupe qui s'appelle les Amis du Centre d'entraînement d'assaut. Donc, on travaille avec un expert en histoire et donc qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a des sites qui sont un petit peu difficiles à identifier et donc ça permet de montrer aux visiteurs tout ce patrimoine culturel et historique dans le Bronton Burrows. Et donc, il leur donne des anecdotes sur les soldats. Et donc, on a une connexion ici avec la France. Et donc, il a travaillé également en France pendant de nombreuses années. Donc, cette association est très impliquée dans ce travail. Et donc, le patrimoine militaire au niveau local. Prochaine diapo. Merci. Ici, un exemple d'une des cartes sur l'application Komoot. Donc, ici, ça se passe au Bronton Burrows. C'est l'occasion de découvrir l'histoire de cette région. Donc, cette carte peut être téléchargée sur un smartphone et ça permet d'identifier ces sites. Donc, concernant les perspectives, donc tout d'abord, on souhaite remercier Andy Bell et toute l'équipe du North Devon. Les financements que nous avons pu obtenir ont eu un impact fort sur nos activités. Donc, ça nous a permis d'organiser ces événements, ces activités. Donc, on a vraiment très
très envie de continuer à avoir un salarié au moins à mi-temps sur ces activités. On a besoin de financement pour le faire. On a également pour objectif de développer notre plan d'affaires et également de proposer des tours sur mesure. Et le fait de travailler avec des guides en local nous permet de créer des opportunités. Aujourd'hui, avec notre site Internet, c'est une plateforme très performante. Et c'est également l'opportunité de mettre en place des partenariats. Donc, on étudie actuellement ces différentes opportunités. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation quasi exhaustive. C'est hyper intéressant parce que la longue liste d'activités que vous nous avez présentées accentue et montre bien l'approche très transversale du BCHT d'un point de vue touristique, où on mêle à la fois la biodiversité, l'environnement, l'histoire, le patrimoine pour faire découvrir tout ça au public. C'était hyper intéressant. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à utiliser le chat. Nicolas reste avec nous, donc vous pourrez poser des questions. Moi, je les relais après et puis on en reparle. Mais on retrouve Andy Bell tout de suite, si vous voulez bien, puisque Andy, vous allez nous parler d'un autre projet très très précis. C'est une application que vous avez créée à destination du grand public. C'est bien ça. Comment elle s'appelle, cette application ? I'll just unmute. Thank you. Merci. The app we Bon, decided was alors, needed, particularly after we saw notre application était the nécessaire. from the On end s'est of rendu compte lockdown, qu'on from the en end of avait confinement, besoin, when surtout there à was a la fin massive du reaction of people sort confinement. of coming down to the Il y a eu southwest une and to North Devon. réaction assez And there importante was, du public qui it s'est just caused quite a lot of pressé chaos. en masse vers So the notre original idea destination avec le for risque de the causer du visitor app chaos. was only going to be Donc, for the dune system, le to help but, people understand the dune system, c'était etc. I think I d'aider mentioned les this gens à comprendre yesterday le that système when we saw dunaire. things sort of going wrong in North Devon in terms of Et sort of the on number of people coming savait down qu'il y and the avait behavior, etc., un that we needed to problème develop dans something le nord that could Devon par rapport à manage l'affluence things on a much bigger scale. et So par hence rapport à we l'échelle decided que ça to prenait. change the scale from Donc, being il just the fallait dune system of about changer 1,000 tout hectares ça. On ne pouvait to the plus whole of North accueillir Devon. autant de monde sur So we've les dunes. researched on how we could do that. What are the Donc, things on that a we needed fait des to have recherches in there, the information that was needed et to on make s'est things rendu happen. compte So I qu'il think when you click through il the nous fallait images there, de you can see that l'information this is what pour the end agir. of lockdown was like in North Devon. Voilà à quoi Where ressemblait I la think fin the du slides are confinement animated, dans so le there should be nord another picture. Devon. Vous pouvez le voir sur la photo, des foules de And you can gens. see how really bad it was. And I Et mentioned vous voyez à yesterday the quel point traffic jams going through c'était vraiment Braunton Village négatif en because termes by d'affluence, 9:30 or 9 o'clock, de the beaches were circulation full, the aussi. beach car parks were full, Tout and the était traffic would plein queue dès back. 9 heures. And it's about 3 kilometers back from the beach to the village. So you Et can see how ensuite, long les gens se repliaient vers le village So it et was quite a en passant nightmare. par And that des was routes extrêmement replicated right étroites et across c'était un many of the véritable beaches in North Devon. cauchemar. Vous And so imaginez le what we need to coût do is try and écologique find a way to manage that. So pour les plages. Donc, il a the fallu app, qu'on trouve un you moyen can go to the next d'éviter slide. cela. Donc, merci de It's passer more than just au a slide website suivant. that we've Donc, created, notre because that application est what we plus put qu'un into our website simple was site the web. interactive map C'est une that carte we originated. interactive. That was the original sort of concept, Donc, which à uses the l'origine, story maps le from Esri. So what we can concept, sort of, you can click on there and you can find out different c'était areas. de And it's a kind of cliquer et de interesting trouver sort of taster, différents but endroits vers um, lesquels on pouvait se quite low diriger. key and it's very static. Et c'était So assez what we need to do is something that statique. was a bit more Donc, ce dynamic qu'on a fait and en something that tête, gives people c'était de more créer quelque chose up-to-date de plus information. So if we go on to the next dynamique, slide, avec plus de mises à jour en temps réel. the Donc, app voici, is there. It's just being developed now. It's called a progressive web app. c'est en train de se développer. So instead of being just an app that you would automatically C'est just pas download juste from une appli que iTunes vous or from téléchargez Play Store, sur whatever, iTunes to go onto ou your phone, Play which Store ou is n'importe one sort quel of fixed autre product. And once you've système. made it, that's it. You have to keep updating it. En fait, And the updates are quite expensive. Then you have to get it all tested. So normalement, progressive web app is c'est assez essentially a compliqué et website, coûteux but it à gets presented as an app. mettre en œuvre. And Mais then nous, you chez can nous, c'est build in the présenté data non and you pas can sort comme of move un around that site data web, and mais you can comme une update vraie it quite easy. application And you can avec bring des in different mises à data jour feeds. faciles, So the sort of avec things we're looking at is, what is the des instant données data that's needed qui to make sure that nourrissent people can l'appli assez make their facilement. decisions as they Et come donc, down. They can ça plan aide before they à come down, prendre les bonnes but décisions. when they get here, there may be sort of circumstances that change. Et That les mean that they circonstances need to change what they're doing. ont So changé it could be the après le weather, for Covid. example. So we Donc, would par sort of tie exemple, into a meteorological radar, which will tell us nous when avons rain is inclus coming, because une it rains appli, un quite a lot in radar North Devon, météo even in the summer.
parce qu'il fait... Voilà, c'est par exemple pour éviter la pluie qui peut arriver dans le nord du Devon. On peut aussi savoir à quel moment on peut aller surfer. On a une appli vague, un marée. Donc on peut savoir vers où aller et vers où ne pas aller pour surfer. On peut aussi avoir des infos sur les places de parking disponibles. Éventuellement prendre en compte les inondations éventuelles. Par exemple, vous pouvez savoir, attention, ce parking est plein, n'y allez pas, vous avez des embouteillages qui vous attendent, donc attention, prenez un autre itinéraire. Et pourquoi pas, si du côté des plages c'est trop bondé, pourquoi on ne se replierait pas vers l'intérieur des terres et on pourrait découvrir des activités intéressantes. Ou par exemple, il pleut et pourquoi on n'irait pas plutôt à l'intérieur visiter des endroits couverts. Et voilà ce qu'on pourrait faire aujourd'hui en fonction des circonstances. Et on pourrait aller dans des fermes, par exemple. Donc on a inclus l'ensemble des paysages, y compris ceux plus à l'intérieur des terres. Donc ça a été assez difficile de se fournir ce service, de finaliser le contrat de développement. Et bien sûr, ça peut être dupliqué dans d'autres parties. Et nous, on voudrait bien tester ça et voir comment ça fonctionne. Et ça va être une application évolutive qui va répondre à tous ces besoins-là dont je viens de vous parler. Donc le but, c'est de reproduire ça. On va proposer également des options d'hébergement. On va avoir une appli dédiée au centre-ville avec les magasins. On va faire un lien avec ces centres-villes de façon à faire évoluer cette appli. C'est un projet magnifique, mais plutôt complexe, hein, mais on est quasiment, enfin, on est sûr que ça va vraiment plaire aux visiteurs. On parle aussi de la Cornouaille, qui serait qu'on pourrait inclure, et c'est assez prometteur. En particulier, les données sur le trafic et sur la météo, ça c'est quelque chose qui est essentiel. Et pour le moment, vous ne pouvez pas planifier votre séjour. Ça fonctionne une fois que vous êtes sur site. Donc, voilà, il faut être sur site. Mais on aimerait créer un lien entre cette appli et avec des gens, des personas, ce qu'on appelle des personas. Ce sont des profils spécifiques en fonction des besoins des gens, des profils types qu'on peut inclure. Et ça devrait être au point vers décembre, mais on travaille toujours dessus. Merci Andy. J'ai quelques questions à vous poser, puis il y en aura par le chat également. Je me dis, tout ce que vous prévoyez dans cette application avec tous ces services d'information, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça attire encore plus de monde ? Je serais surpris que ça ait un tel effet de faire venir des foules. Mais on voudrait surtout que ça les redirige une fois qu'ils sont là. C'est pas destiné à un public énorme, mais c'est plutôt destiné à faire changer les comportements des gens. C'est pour ça qu'on travaille avec ce qui existe déjà sur place et avec des organismes locaux. On ne veut pas que ça cause plus de problèmes ni de prise de tête. Oui, ça serait mieux. Vous imaginez que cette appli pourrait voir le jour quand ?
It's going to be taken right to the wire, as we say. So it will be December when it's launched. On travaille à flux tendu, mais on pense que pour décembre, ça devrait être au point. Super. On est en phase test. Ouais. Oui, comme vous disiez, c'est vrai que c'est un développement forcément très lourd. Il y a une question sur le chat de Phoebe qui vous demande que finalement, une fois que l'application existera, comment vous allez la promouvoir auprès de la population? Il va falloir faire de la publicité finalement. That's a good question, Phoebe. Bonne question, Phoebe. Il va y avoir un développement marketing et on va voir comment on va pouvoir atteindre les différents types de publics, les habitants locaux, les touristes. On espère qu'on va pouvoir travailler avec le département et lier les marchés qui existent. Donc, avec notre site web, avec les réseaux sociaux, il faut qu'on prenne en compte le coût à long terme de tout ça. Donc, on va voir comment on peut lier ça à des campagnes de publicité existantes. Et puis, avant de terminer cette séquence, j'ai une question subsidiaire pour vous. On me dit, je reviens en arrière quand vous nous avez présenté votre territoire et la réserve du North Devon. Vous avez parlé de spécialités culinaires. Vous m'en donnez une ? Food specialty. Eh bien, il y a ce fameux thé à la crème du Devon avec des scones, de la crème, de la confiture. C'est quelque chose qui est assez commun à la Cornouaille et au Devon. En Devon, ce qu'on fait, c'est qu'on met d'abord la crème en premier et pas dans l'autre sens. C'est ce qu'ils font en Cornouailles, mais enfin, quelle idée. Moi, je suis du nord-est, donc sinon on a parsnip cake, une sorte de gâteau. Un gâteau au panais. Et on a beaucoup de pommes aussi, beaucoup de pommes qui sont récoltées. Donc on a des gâteaux et des spécialités à la pomme. C'est super, ça met l'eau à la bouche. Et les harengs, bien sûr. Et les harengs, bien sûr. Merci beaucoup, Andy, et merci, Nicolas, pour cette présentation de tout ce que vous faites, de tout ce que vous initiez, tout ce que vous avez initié pendant ces 3 ans sur vos territoires. À plus tard, parce qu'on va se retrouver, Andy, tout à l'heure. Et là, tout de suite, on va se diriger un peu plus au nord-est de là où vous êtes, direction Brighton. Bonjour, Lynn Trapano, on vous retrouve. Vous étiez déjà avec nous hier et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes chef de projet BCHT pour la réserve de biosphère The Living Coast et vous allez bien sûr nous présenter aussi un petit peu cette réserve et votre environnement. Et puis vous allez aussi nous parler de Stammer Park, un projet de restauration qui a été soutenu par le projet BCHT. Donc, dans le cadre du projet BCHT, on a travaillé beaucoup au niveau du parc de Stanmer. Donc, c'est géré par l'autorité locale. Et il y a récemment eu un projet de restauration important pour restaurer beaucoup le patrimoine historique et naturel. Dans le cadre du projet BCHT, notre objectif était d'améliorer l'expérience utilisateur pour les visiteurs qui venaient au parc. Pour vous donner un aperçu, d'abord sur le site, on a amélioré la signalétique. Le parc, même si c'est le plus grand parc de Brighton, c'était pas forcément très bien connu, même par les locaux, puisque c'est à l'extérieur de la ville. On a beaucoup de promeneurs, notamment des promeneurs de chiens.
mais ce n'était pas forcément facile de se repérer dans le parc et même pour trouver le parc. Donc, vous voyez sur les photos quelques exemples de panneaux, donc des panneaux d'information à l'entrée. Vous donnez quelques informations sur le parc. Également des panneaux pour se repérer dans le parc et également 3 sentiers, 3 circuits qu'on peut suivre au sein du parc, donc de 5 miles, 3 miles et puis 1 mile. Donc, il y a différents niveaux et il y a 2 qui sont ouverts au vélo également. Donc, ça améliore vraiment l'expérience utilisateur. On a également beaucoup travaillé hors site. Par exemple, on a développé cette brochure. Donc, auparavant, le parc n'avait pas du tout de support marketing. Les gens allaient au parc, ceux qui connaissaient, mais c'est tout. Donc, on a préparé cette brochure, on a imprimé 5000 exemplaires. Cette brochure met en avant les différents endroits du parc, les différents points spécifiques. Et donc, cette brochure sera distribuée dans tous les points d'information touristique dans la région. Il y a la ville de Lewes qui est à quelques kilomètres de Brighton, qui a beaucoup de visiteurs également. Donc, il y aura des points de distribution. Il y a également le site Internet où la brochure sera téléchargeable. On a également réalisé des films pour promouvoir le parc. Donc, cette vidéo est en ligne et je vais vous le montrer. Donc ça, c'est la petite vidéo qui est disponible sur notre site internet et on encourage les gens à le partager sur les réseaux sociaux. Il y a des informations sur le parc sur notre site internet. Donc avant, les informations sur le parc étaient uniquement sur le site de l'autorité locale, Brighton and Hove. Donc, on a mis en avant des infos. Donc, avant, il y avait des informations uniquement en pratique, comment y aller, etc. Aujourd'hui, sur notre site, on a des informations sur le parc, sur les paysages, la nature, la faune et la flore, et également sur le patrimoine et l'histoire. Il y a également une partie sur les choses à voir dans le parc.
Et donc, il y a également une rubrique sur les choses à faire, donc des idées de choses à faire pour inspirer les visiteurs, donc que ce soit la randonnée, donc on a des informations sur les différents circuits, donc les circuits que vous avez vus sur la carte, il y a des informations supplémentaires. Il y a des informations sur la saisonnalité, non seulement encourager les visiteurs à y aller par beau temps, mais également à toutes les saisons, pointer les fleurs qu'on va trouver au printemps, les châtaignes à l'automne, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au parc. Ça a toujours été le cas, mais les gens ne le savent pas forcément. Donc, on a inclus des informations sur les initiatives au niveau de la communauté. Tout comme Andy, on a un plan marketing qui accompagne cette partie du projet. Donc, on a une campagne sur les réseaux sociaux qui aura lieu pendant les 2 dernières semaines d'octobre, et ça va être au moment de nos vacances de la Toussaint en Angleterre. Donc, c'est pour encourager les visiteurs à venir au parc. Donc, ça vous donne une vue d'ensemble de nos activités, la promotion sur site et hors site. On a également développé des prototypes en travaillant avec des entreprises locales pour développer des expériences BCHT sur site. Donc, sur le projet, il y a eu 3 prototypes dans le parc de Stanmer. Donc, d'abord, c'est intitulé Forest Feast, donc le festin dans le forêt. Donc, c'est un atelier de cuisine sur feu de bois avec des produits locaux. Et donc, on prépare à manger et puis on déguste les plats ensemble. Et puis, il y a une petite balade pour apprendre des choses sur les plantes dans le parc. Donc, c'est vraiment recréer ce lien avec la nature et c'est une expérience vraiment de plaisir pour les visiteurs. Ça a été testé au mois de juin, ça s'est très bien passé. Et donc, notre partenaire a également mis en place quelques autres événements qui se passent très, très bien. Ensuite, deuxième prototype, c'était avec Alistair Duncan. C'est un atelier qui s'appelle Breathing Through the Feet, donc respirer par les pieds. Donc, ça se passe dans les bois. C'est encore une fois la connexion avec la nature. C'est pour revoir ces perspectives de la nature. Donc, ces ateliers seront bientôt ouverts au grand public. On a dû annuler malheureusement un des ateliers. Et le dernier, c'est avec Lisa Murray, qui a un jardin qui s'appelle Physic Garden. Et donc, vous la percevez dans la vidéo. Donc, ces ateliers sont une introduction aux pratiques médicinales à base de plantes. Donc, elle identifie les différentes plantes, les pratiques de phytothérapie. Donc, on l'a testé il y a seulement quelques semaines. Les retours ont été très positifs. Mais comme je le dis, c'était à quelques semaines, donc la première fois, donc elle n'a pas eu le temps encore de les développer entièrement, mais ça va continuer. Donc voilà ce qui se passe en général au Stanmer Park. Donc le projet Interreg a vraiment aidé à améliorer l'expérience visiteur et ça a été l'occasion de tester ces différents ateliers. Malheureusement, tout cela devait se passer l'année dernière. On devait tester tous ces ateliers l'année dernière et forcément, avec la situation sanitaire, tout a été décalé et tout s'est passé un petit peu sur les 6 derniers mois. Donc, comme Andy, on est un peu à flux tendu. Mais
nos retours sont très positifs. Les outils, la signalétique, etc., ont un impact très positif sur le parc et ça attire les visiteurs vers ce parc plutôt que la plage, par exemple. Super, merci Lynn pour toute cette présentation. J'ai bien sûr quelques questions pour vous. Thank you, Lynn, for your J'ai compris presentation. que vous étiez à flux tendu et que évidemment tout n'a pas pu être développé. Est-ce que vous avez quand même de premiers retours du public? So, what feedback have you had so far? Sorry, I'm not hearing any translation. Oui, il y a un problème de traduction puisque moi j'avais la traduction anglais dans mon oreille. Donc si les traductrices peuvent refaire. Yes. C'est très récent, donc on n'a pas encore obtenu de retour. On n'a pas collecté toutes les évaluations, tous les questionnaires de satisfaction. Donc c'est en cours. Parce que maintenant, les activités ont été mises en place très récemment. Donc pour le moment, je ne peux pas vous faire un compte-rendu précis. Qu'est-ce qu'on fait cuire sur le feu de bois dont vous nous avez parlé? C'était... On a fait une cocotte de pois chiches. On a eu de la sauce verte. Salsa verde, on a eu beaucoup de légumes, un crumble aux pommes évidemment, et tout était délicieux. On a vu dans toutes les activités, tout ce que vous mettiez en avant hein, dans les propositions qui sont faites hein, dans ce parc. On voit qu'il y a une grande diversité, ça peut toucher un public très différent, mais est-ce que vous avez des priorités, vous, par exemple, pour faire venir plutôt les familles, plutôt les jeunes enfants, plutôt les écoles? Le parc est gigantesque. Il fait 450 hectares et il y a beaucoup d'initiatives. Donc, par exemple, c'était plus pour les adultes ou les couples, l'animation sur la gastronomie. Mais on a aussi des classes forestières pour les enfants. Et on apprend aux enfants comment faire des feux, comment faire de la cueillette. On fait des formations de permaculture aussi, de la culture de champignons. Donc il y a beaucoup de choses incluses dans l'offre. Donc c'est super pour les familles parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, déjà marcher en plein air. Et il y a des choses qui sont plutôt destinées aux adultes et aux familles. Mais il y a aussi une offre dédiée aux enfants très spécifique, oui. Mais un grand merci, Lynn, pour toutes ces présentations. Ah, on me dit qu'il y a une question qui arrive sur le chat, mais je ne la vois pas pour l'instant. Elle arrive. Ben non, elle n'arrive pas tout de suite. Donc oui, mais j'aimerais bien la voir parce que sinon on va passer à la séquence suivante. Alors tant qu'on a Lynn, est-ce que je demande à la régie si on a vraiment une question pour vous, Lynn? La voilà. Ah oui, c'est intéressant, c'est Elisa qui pose la question. Comment ça se passe si quelqu'un veut proposer une activité dans le parc, développer une activité? Comment ça se passe? To join an activity, so as a member of the general public, so we have si vous faites partie du public, vous avez une page événements. Donc, ça peut être une page qui concerne tous les parcs de la région. On a aussi le site de Visit Brighton et on a
une page événements dédiée spécialement. Voilà, il suffit de réserver son atelier en ligne. Certains ateliers sont gratuits, certains sont payants. Alors ça, c'est pour la participation, mais je crois que la question d'Elisa, c'était plutôt si je veux proposer un nouvel atelier, parce que je ne sais pas, je suis une association, je suis un artisan, je suis un bûcheron, je ne sais pas, est-ce que je peux venir vous voir, toc toc, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble? N'importe qui peut venir et proposer une activité. Il y en a sûrement que je ne connais pas d'ailleurs. Les gens avec qui on travaille sont des experts de leur domaine, c'est pour ça qu'on travaille avec eux. Par exemple, les gens n'ont pas besoin d'être aidés, ils savent exactement ce qu'ils font, ils ont développé eux-mêmes leurs ateliers. Nous, par exemple, avec Lisa Marie, elle se débrouille elle-même. Sinon, on aide juste dans la phase test, dans la phase expérimentation. Et on peut juste faire des petits ajustements à leurs ateliers préexistants pour les adapter au parc. Mais n'importe qui peut venir proposer quelque chose. Eh bien, il faut une assurance, une procédure d'évaluation, mais ça se fait facilement. Super. Merci encore, Lynn, pour cette présentation et de nous avoir donné envie de venir visiter ce parc. On va passer à la suite de notre programme. À bientôt, Lynn. Je vous salue. Et on va parler de nouveau d'une carte, de la notion de carte interactive. On va pour cela retrouver Andy, mais aussi Anaïs Botso-Ares et puis Benjamin Co. C'est tout de suite. J'ai dit une bêtise, il n'y a pas du tout Anaïs en plateau avec moi, mais non, ça c'était hier, et puis c'est Benjamin Co qui la remplace, mais il est à distance. Bonjour Benjamin, on ne vous a pas encore rencontré, vous êtes chargé de mission BCHT du côté du Marais Audomarois, et vous êtes avec nous en duplex, je vais vous retrouver dans un instant, mais je vais commencer avec vous, Andy Bell, dans le North Devon, vous êtes toujours là. On va parler de cartes interactives. Et avant d'en voir un exemple avec Benjamin, donc bien sûr, vous nous avez parlé tout à l'heure de ce que vous êtes en train de développer chez vous, mais l'idée de départ, c'était vraiment, on peut peut-être le redire, que chaque biosphère puisse se doter d'un outil interactif à destination du grand public pour faciliter finalement la rencontre entre la réserve et le public. Micro. Je ne l'entends pas. Andy, il faut allumer votre micro. I know. Okay. Yeah. And you missed some great words as well. It's unfortunate. So each Biosphere Reserve working through the work packages of des réserves de biosphère qui fait partie du programme et qui est dans ce master planning, dans ce grand plan général. Work package 2 about the interactive map is about how Donc, to communicate that and get people toutes ces réserves ont dans leur package le concept de carte interactive. Each reserve, because they have different communication strategies Chaque réserve a sa propre stratégie de communication et ses outils. One approach that would be right for everybody because it just wouldn't be right for everybody. Ça ne marcherait pas d'avoir une approche identique pour chacun. Ça ne fonctionnait pas en fonction de nos infrastructures et de nos spécificités, de nos organisations particulières. Donc, on a eu un format général. Et on a fait des choses, on a vu des choses super comme par exemple le Marais Audomarois. Donc, on a pris quelque chose qui existait déjà de chez Esri, une sorte d'outil. Voilà, c'est une carte préexistante sur laquelle on rajoute des expériences et de l'interaction.
Ça devait être comme ça à l'origine. Où sont les opportunités, où sont les points sensibles, les points chauds, et voilà. On voulait mettre ça sur les cartes. Et on a voulu aussi inclure où étaient les éco-acteurs, les entreprises, et quel genre d'entreprise devait être incluse. Donc, point chaud, point sensible, point d'accueil et lieu pour les entreprises. Ça veut dire que chaque biosphère, chaque réserve en est à un stade différent aujourd'hui. C'est un peu ça, mais on est quand même... chacune y travaille à cette carte. That's correct. Yeah, we're all at different sort of stages. Ça coûte cher de développer de tels outils. That means that we've got... sorry, I just had a quick sort of French coming back through my ear. So yes, everyone's at a different stage and taking a slightly different. Tout le monde est à des étapes différentes de ce développement du projet. And I say ours is very simple. La nôtre est assez simple. But that's why we're developing the C'est progressive pour web ça app. qu'on développe une application évolutive et qui fait vraiment avancer. Et on a regardé ce qui se faisait, les différentes fonctionnalités qu'on peut ajouter. Et c'est super de voir ça s'enrichir au fur et à mesure. Alors, je vous propose qu'on découvre un exemple avec Benjamin, et puis après, on pourra en rediscuter tous ensemble, on pourra reposer des questions, et puis les participants via le chat pourront aussi intervenir. Donc, je vous retrouve en duplex, en visio, Benjamin. Vous allez donc nous présenter la carte qui a été imaginée, qui est en work in progress, et on va le voir après, qui a été imaginée du côté du Marais Audomarois. Je vous laisse nous guider dans cette carte, Benjamin. Bonjour Cécile, merci. Alors déjà, merci Andy pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans la carte interactive de la réserve de biosphère du Marais Audomarois. Donc ici, vous avez un premier aperçu de la réserve de biosphère, donc avec son zonage, et également sur la gauche de l'écran, un petit texte descriptif de cette carte interactive du Marais Audomarois, qui vous mène un peu plus bas vers un lien qui redirige vers la plateforme numérique territoriale du Pays de Saint-Omer, qui est la plateforme donc sur laquelle on va retrouver la carte interactive. Donc, vous voyez ensuite en haut de votre écran 5 petits onglets qui vont vous permettre de naviguer à travers la carte. Et voilà, si on fait un petit zoom, on y voit un petit peu mieux. Et donc, il y a différents onglets que je vais vous présenter un par un. Et on va commencer dans un premier temps par les zonages de la réserve de biosphère par ses périmètres. Donc, comme toute réserve de biosphère, elle est divisée en 3 zonages. Et la première, ça va être l'aire centrale, qui présentera, elle, des enjeux de protection et de conservation des espaces naturels. Ensuite, il y a la zone tampon, qui, elle, aura plutôt des enjeux de conservation et de développement, pour ensuite finir avec la zone de coopération, qui aura plutôt des enjeux de sensibilisation et d'éducation du grand public. Ça, ensuite, ça nous amène à l'onglet le plus important pour les visiteurs, car c'est une carte qui est à destination du grand public, qui est donc divisée en 5 petites catégories: le patrimoine et la culture, les sports et loisirs, la production locale, l'environnement naturel et également les hébergements. Donc, pour vous présenter un petit peu cet onglet, on va prendre un exemple de patrimoine et culture avec un site en particulier qui sera la maison de la bataille de la Plaine. C'est une maison, c'est un musée en fait qui décrit une bataille qui s'est déroulée sur le territoire au cours du XVIIe siècle. Donc, une fois que vous avez cliqué sur l'icône, vous arrivez sur une fiche descriptive à gauche de votre écran de ce site. Alors, cette fiche descriptive, elle présente brièvement le site. Il y a également une photo. Et ensuite, si vous descendez un petit peu plus, vous avez accès à une fiche descriptive beaucoup plus détaillée qui présente l'histoire du site, ce qu'il contient de manière synthétique. Et ça nous amène ensuite à 2 onglets qui vont être les plus importants pour les visiteurs, qui sont l'onglet Contact et Visite. Donc, sur l'onglet Contact, vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires pour se renseigner sur le site et pour ensuite s'y rendre, comme par exemple le numéro de téléphone, les horaires, les tarifs, l'accessibilité en transport en commun ou encore la présence de parking sur le site. Et ça nous amène ensuite donc du coup au second onglet
qui est l'onglet Visite, qui lui va vous indiquer la durée de la visite, les traductions possibles, mais également tous les aménagements qui sont sur site pour les personnes handicapées, et enfin tous les services qui sont présents. Et enfin, le quatrième onglet qui sera disponible pour chaque site touristique, qui est l'onglet Aux alentours, qui nous présente les itinéraires suggérés au sein de la réserve de biosphère. Donc ces itinéraires, ils vont vous proposer de partir d'un site et d'ensuite en rejoindre différents autres. Ici, de la Maison de la Bataille, on peut ensuite se rendre à la Mielerie du Coin Perdu et également au faiseur de bateaux. Et pour chaque itinéraire suggéré est disponible une fiche à télécharger qui va vous présenter cet itinéraire. Donc ici, on en a un aperçu. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été réalisé dans le cadre de BCHT et qui vous permet d'avoir toutes les informations nécessaires sur cet itinéraire suggéré et avec le détail de l'itinéraire, une présentation de chaque site, des formulaires de contact. Voilà. Vous pouvez le télécharger, l'imprimer et ça vous permet de découvrir tous ces sites en vous baladant dans la réserve du biosphère. Voilà, donc le but de ces itinéraires, en fait, c'est de mettre en avant des sites opportuns. Donc, imaginons ici, le faiseur de bateaux, c'est un site qui est très connu. On peut partir de ce site-là, les gens vont naturellement s'y diriger. Et ensuite, on leur propose d'aller vers d'autres sites opportuns, tels que la Mielerie du Coin Perdu ou la Maison de la Bataille pour les valoriser. Et un autre aspect qui est mis en avant dans cette carte, ça va être les éco-acteurs. On en a longuement parlé hier au cours des présentations. Donc, ce sont des ambassadeurs de la réserve du biosphère, des sites qui sont donc fidèles aux valeurs mises en avant par cette réserve. Et donc, nous avons fait le choix de les présenter. Tous les sites touristiques qui sont déjà disponibles sur cette carte dans différentes catégories, patrimoine, hébergement, sites naturels, pourront également être retrouvés sur cette carte sous l'onglet Éco-acteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui et qui sera également mis à jour les années à venir, parce que évidemment, le réseau va grandir, va se développer. Et le dernier onglet que je voulais vous présenter, ce sont les zones de randonnée. Donc elles sont réparties en différentes catégories. Des randonnées au bord de l'eau, dans la nature, ou les grands GR qui sont à échelle nationale. Et je vais vous présenter en exemple une randonnée qui se passe sur le bord du Marais, qui est le sentier du Landsberg. Et voilà, au même titre que pour les sites touristiques, vous aurez une fiche descriptive de ces randonnées-là, avec la distance qui est disponible, la durée de la randonnée, le profil altimétrique avec les différences de dénivelé, et également une fiche à télécharger qui présente toutes ces données-là de manière synthétique et donc qui permet d'être imprimé et apporté avec soi lors des déplacements. Voilà. Donc c'est tout pour cette carte interactive. Voilà un résumé de tout ce qu'elle contient. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci Benjamin pour cette petite balade dans cette carte interactive. Alors on l'a dit, elle est encore en développement, hein, cette carte. Quel type de données il manque encore à intégrer finalement ? Alors déjà, on a sur la carte 71 sites qui ont été référencés. Ouais. Et ces sites-là, ils ont été sélectionnés au cours de la préparation à laquelle notamment Andy a travaillé. Et ces sites-là, ils ne sont pas exhaustifs par rapport à toute la réserve du biosphère. Il y a d'autres sites qu'on pourra rajouter, donc ça va nécessiter un travail de terrain et de renseignement pour accéder à toutes ces informations-là. Ça peut être des sites touristiques, du patrimoine, des sites naturels. Et il y a également des informations qui méritent d'être mentionnées. Ce seront des informations temporaires. Là, pour l'instant, j'ai mis des choses qui, a priori, ne changeront pas, si ce n'est les informations concernant les sites. Mais on pourra rajouter, par exemple, des sites naturels sensibles qui, en période de nidification, pendant ces périodes-là, il vaudra mieux ne pas les visiter. Donc, on pourrait inciter via la carte les visiteurs à ne pas se rendre sur différents sites lors de ces périodes-là. Ouais. Ce qui fait le lien avec le schéma d'interprétation touristique qui a été abordé hier par rapport aux pressions que peut subir le territoire. Oui, et ça fait le lien avec tout ce que nous disait Andy tout à l'heure, hein, sur les enjeux d'une appli très poussée qui aide à guider finalement et à gérer les flux de touristes. Il y a une question de David sur le chat. Combien ça coûte ? Combien ça coûte à la fois en termes de monnaie, mais aussi en termes de temps ? Alors, l'outil, la création de la carte de la plateforme a coûté 50 000 €. Et ensuite, ça a nécessité 6 mois de travail pour prendre les décisions, collecter toutes les données et les renseigner sur la carte. OK. Et ce n'est pas fini ?
Et c'est pas fini. Ouais. Une question aussi. Pour compléter par rapport à ça, et on estime qu'on prévoit un budget de 5 000 € par an pour continuer de compléter cette carte pour les mises à jour ou pour l'achat de serveurs potentiels pour la suite. Alors là, on est bien d'accord, il s'agit d'une carte qui est disponible sur un site internet. Il y a l'idée de la transformer, de la décliner sous forme d'application à télécharger aussi ou pas du tout? Alors, la carte, elle sera disponible donc, sur la plateforme numérique du Pays de Saint-Omer. Mais également, on a différents objectifs qui seraient de la présenter à l'accueil des sites touristiques, donc sur des écrans tactiles, des écrans géants qui permettront aux visiteurs du coup d'y accéder directement et de naviguer avec derrière eux l'accueil de ces sites touristiques qui pourraient les aiguiller un petit peu et leur donner des renseignements. Mais également, on souhaiterait la présenter sur les sites internet des sites touristiques mentionnés dans la carte pour permettre un petit peu de faire le lien entre tout le monde. Par contre, il n'y a pas d'application véritablement plus didactique qui sera développée. Une autre question qui arrive de Elodie. Est-ce que les touristes peuvent alimenter la carte? Alors peut-être via des commentaires ou via des recueils de données sur site, je ne sais pas. Quelle est l'idée d'Elodie? Alors, pour répondre, je vais faire un petit peu d'historique par rapport à comment on a pensé la carte déjà à l'origine. C'est-à-dire que pour alimenter cette carte, pour recueillir toutes les données, on a contacté tous les prestataires touristiques un à un. On leur a envoyé un questionnaire ou on les a appelés directement. Et donc, du coup, ils nous ont donné toutes les informations qui étaient nécessaires. C'était quelque chose qui était extrêmement lourd. Mais par contre, pour l'avenir, on va travailler en lien avec l'Office de tourisme du Pays de Saint-Omer, qui, elle, a également un gros recueil de données. Et donc, ce qu'ils font, eux, c'est que ce sont les prestataires touristiques eux-mêmes qui, en grande partie, alimentent cette carte. C'est eux qui mettent à jour les informations, qui font des propositions. Et donc, notre but à terme, c'est de collaborer avec eux, de communiquer avec l'Office de tourisme pour recueillir les informations, notamment via directement les acteurs de cette carte. On a beaucoup parlé d'expérience utilisateur depuis ce matin en parlant de différentes activités, mais l'expérience utilisateur, ça concerne aussi le web. Comment on aime naviguer, comment on aime être guidé sur un site, sur un outil comme celui-ci. Je me dis, la question du design, de l'ergonomie est primordiale. Est-ce que vous avez été accompagné sur ces questions-là? Alors du coup, on a travaillé avec notre sigiste, notre cartographe qui a réalisé cette carte. Et cette plateforme, du coup, elle a été créée de zéro, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on a fait en sorte, derrière nous-mêmes, de créer la carte la plus lisible possible, la plus agréable, en fait, pour la navigation. Donc, ça a été un travail qu'on a fait en équipe et qui a nécessité beaucoup de mises à jour au cours des 6 mois de travail. Ouais. À partir de quand elle va être cliquable, disponible? Ben, quand on estimera que toutes les informations adéquates par rapport à ce qui avait été pensé à l'origine dans le projet, toutes les informations, pour l'instant, il y en a encore qui ne sont pas présentes, donc ça reste un travail en développement. Donc, dès qu'on estimera que tout est bon et que ça correspond à ce qu'on avait pensé à l'origine, elle sera mise à disposition. Donc, ça nécessite encore quelques semaines de travail. Oui, c'est juste quelques semaines, ce ne sont pas des mois. Non, c'est juste quelques semaines. Lynn Trapano de Brighton est toujours connectée et elle nous pose une question sur le chat. À quelle fréquence prévoyez-vous, Benjamin, de mettre à jour la carte? Alors, ce n'est pas quelque chose qui a été décidé encore véritablement, mais ce qui est sûr, c'est que dans l'idée qu'on en a aujourd'hui, il faudra faire des mises à jour régulièrement tous les trimestres. Je pense que tous les trimestres, ça pourrait être une bonne fréquence. Car les sites touristiques, les horaires changent, les tarifs changent. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent vite devenir obsolètes. Et voilà, il faut se méfier de ça, notamment voilà, que les visiteurs n'aient pas des informations qui soient erronées ou obsolètes quand ils seront entendus. Andy Bell est toujours connecté, il écoute attentivement ce que nous raconte Benjamin. Cet exemple de carte, Andy, on est vraiment là, ça coche les cases finalement de l'intention première, de l'idée de départ. Yeah, I believe it does. And, oui, je pense que oui.
En fait, dans le projet, il y a différentes idées, différentes perspectives et différentes manières de cocher les cases. Mais oui, ça les coche. On a l'exemple de Lynn à Brighton pour faire du vélo le long de la côte de Living Coast. Donc là, il y a une interaction. Voilà, c'est ce qui permet aux gens de faire du vélo. Ça, c'est encore un autre exemple. Mais celui de Benjamin est très bon. Je m'adresse à vous deux, à Andy puis à Benjamin. Durant ces 3 ans, sur ce type de développement d'outils informatiques, est-ce que vous avez beaucoup échangé entre les 4 réserves pour partager vos réflexions, vos expériences, vos démarches? I can answer that if you like, Benjamin. Yeah, we had several meetings. So we had, oui, on a eu des réunions. We had one in London and one in Paris, un à Londres, un à Paris, pendant lesquels on a discuté des possibilités, des idées. Donc on est allé au British Museum et dans des endroits magnifiques, à Londres, dans une université. C'était vraiment les bons endroits pour parler de ces choses-là, de cartographie, et on a été vraiment inspirés. On a eu ces interactions, ces échanges, parce qu'il y avait aussi différentes compétences au sein des équipes. Donc moi, j'ai fait beaucoup de je suis intervenue sur la géolocalisation, le système GIS, SIG. Et on a mis ensemble toutes nos compétences et toutes les considérations qu'on avait. Donc oui, bien sûr, on a parlé beaucoup à ce sujet. Et c'est toujours très bien. Mais on a abouti à des solutions différentes parce qu'on avait des problématiques différentes. On s'est attaqué au même problème, mais par différentes voies d'entrée, on va dire. C'est pas pareil, Brighton pour la mer d'Iroise ou pour le marais de Marois, par exemple. Bien sûr. Benjamin, ces échanges-là, c'est précieux pour développer de tels projets. Bien sûr, c'est indispensable. Comme tous les projets qui ont pris part dans le cadre de BCHT, c'est vraiment la collaboration et les échanges entre tout le monde qui ont permis de créer des outils qui soient cohérents. Maintenant, moi, je n'ai pas eu la chance d'y participer vu que j'ai rejoint le projet en milieu d'année. Donc, tous les échanges dont Andy vient de parler, ces réunions-là, je les ai découvertes via des comptes rendus puis a posteriori. Mais voilà, ça m'a permis vraiment de savoir d'où on partait, quels avaient été les échanges, qu'est-ce qui en était ressorti, et donc de prendre les décisions quant à toute la mise à jour, tout le développement de la carte par la suite au cours de ces derniers mois. Et puis comme on est là, dans cette idée de partager les expériences, si on rentre un peu dans la recette de cuisine, qu'est-ce qui a été compliqué ou qu'est-ce qui est encore compliqué quand on développe de tels outils informatiques? Il y a forcément des nœuds quelque part et c'est bien de les partager aussi. Déjà, le recueil des données qui est d'un point de vue initial à la base du projet, qui était une montagne de travail en termes de ressources humaines, car contacter tous les prestataires touristiques un par une trentaine d'informations différentes, forcément, ça leur prenait du temps, ils n'étaient pas toujours disponibles pour le faire, donc ça a été un petit peu compliqué. Et ensuite, il y a tous les échanges qui ont eu lieu avec notre cartographe, donc qui a créé cette carte-là, mais quand on crée une carte, toute personne qui a créé une carte dans sa vie sait qu'il y a toujours des soucis, des choses qu'on n'a pas vues. Et donc, ça demande du temps, de l'énergie pour vraiment tout visualiser, tout passer en revue à chaque fois. Et voilà. On comprend la montagne que ça peut être. Andy, dans ce que vous développez, vous, de votre côté, c'est pareil. Qu'est-ce qui est le recueil de données? C'est aussi ce qui est compliqué, mais il y a peut-être d'autres points vraiment complexes à résoudre.
the data collection we largely did for the master planning from our Oui, point of view. So nous, le recueil de données, on l'a fait dans le cadre du schéma d'interprétation. Donc, il était déjà en place, on avait déjà une logique pour faire ça. Mais mettre ça sous le bon format, homogénéiser les sources, c'est pas du travail ardu, mais c'est beaucoup de travail. C'est quantitatif, en fait. Et on avait aussi besoin de données de qualité, donc il fallut analyser les données, lesquelles étaient utilisables, comment elles pouvaient l'être. Et en plus, la France et la Grande-Bretagne ont des systèmes de cartographie différents. En France, c'est l'IGN. C'était pas forcément compatible. On avait on a un réseau de biodiversité. On avait aussi un problème de droit. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser vos données? Est-ce qu'il y avait des licences? Il y avait tout ça à prendre en compte. Oui, c'était vraiment un défi, les données. Présenter les infrastructures. On a utilisé un package, donc ça a aidé. C'était pas du sur-mesure. Mais il y a déjà tellement de choses disponibles, toutes prêtes. C'est pas cette partie-là qui était la plus dure. C'était vraiment celle qui concernait les données. Ouais, les données, c'est la base, évidemment, c'est l'information première. Merci beaucoup à vous deux de toutes ces précisions, de toutes ces explications. C'est hyper intéressant, c'est un sacré boulot. Bravo pour ce développement. Benjamin, on vous retrouvera en fin de journée. Andy, vous restez avec moi pour la séquence suivante où on va parler argent et participation financière du public. On va parler d'un truc, je le dis comme ça, programme de réinvestissement volontaire des revenus touristiques. Moi, je vous le dis, un nom pareil, ça ne parlera à personne dans le grand public. Il va falloir trouver un nom un peu fun. Et Anaïs Botsoares, qui m'a rejoint en plateau, hoche la tête. Elle me dit oui, l'air de dire oui, c'est vrai que c'est un petit peu technique comme nom. Bonjour Anaïs. Bonjour. On va donc parler parce que derrière ce nom un peu barbare, un peu technique, mais comme il y en a plein, puis voilà, c'est comme ça, il y a une importante réflexion qui a été menée avec comme point de départ très simple, comment pourrions-nous faire participer financièrement le grand public et les touristes à nos actions, à nos projets de restauration dans nos réserves? C'est ça le départ. C'est ça l'idée. En fait, on parle de programme de réinvestissement volontaire des revenus touristiques. On pourrait effectivement mettre une agence de communication pour trouver le bon terme, pour avoir une meilleure communication sur ce type de programme. Mais globalement, l'idée, c'est un processus par lequel un visiteur ou même une entreprise décide de faire une contribution volontaire pour la conservation, la préservation ou la restauration de milieux naturels qui sont en fait les supports des activités des entreprises ou donc qui sont les lieux visités par les touristes. Pourquoi on se pose cette question-là? C'est parce qu'on manque d'argent? Alors, nous, au niveau local, on avait un contexte un petit peu particulier. La réserve de biosphère du Marais Audomarois, en fait, c'est une immense zone humide. On a 3700 hectares de zone humide et on a près de 4000 propriétaires différents. On a pratiquement 95% de la surface du Marais Audomarois qui est privée. On a 700 km de canaux et le Marais Audomarois, c'est une zone humide privée. Rivière comprise. Et donc, la réflexion, c'était, à partir des années 80, on a eu un développement touristique dans le secteur. Et donc, on a donc des visiteurs qui viennent voir notre territoire, donc qui empruntent des sentiers de randonnée pour la partie pédestre. Et puis, on a une activité de batellerie qui est très prégnante sur notre territoire. Donc, depuis 20-30 ans, il y a un développement assez important de la batellerie sur notre territoire. Et finalement, cette fréquentation, elle a un impact sur nos milieux. Et donc, on va avoir donc besoin de restaurer des sentiers qui ont été dégradés
ou des berges qui ont été dégradées par le passage des bateaux par les visiteurs. Et le fait que ce soit privé complique. C'est ça. Les modes de financement, c'est ça en fait. C'est ça. On se posait la question, nous on est à l'échelle d'une réserve de biosphère. Donc en fait, ce n'est pas une seule entité publique qui gère le territoire, on est plusieurs acteurs locaux. Donc une réserve de biosphère, on gomme les limites administratives. Ouais. Donc c'était comment nous, entité publique, entité avec un S, public, on peut donc restaurer des milieux qui sont sur des domaines privés. Voilà. Et du coup, le petit coup de pouce financier de la part de ceux qui profitent de ces lieux-là, ceux qui se baladent, les touristes, vous vous êtes dit ça serait une bonne idée, sauf qu'en fait, c'est très très compliqué en France. On verra tout à l'heure avec Andy comment ça se passe en Angleterre, mais en France, en fait, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile, c'est faisable. Ouais. Il existe des outils qui sont assez communs, mais c'est beaucoup plus simple quand on a une réserve naturelle, par exemple. On voit l'association des amis de la réserve naturelle. Ouais. Donc, on peut faire un don à cette association et puis on met en place des projets de restauration, de conservation sur cette réserve naturelle. Ici, on est à une autre échelle. On est sur un territoire. On peut engager plusieurs communes, plusieurs communautés d'agglomération, plusieurs départements parfois. Donc vous ne pouvez pas mettre, je caricature, une boîte à dons sur un sentier, une berge, une boîte à dons pour la réserve de biosphère. Non. Non, voilà, la réponse est non. La réponse est non. On pourrait le faire sur un site dédié lié à un gestionnaire particulier. En tout cas, il y avait cette volonté de dire on va construire une méthodologie pour quand même finir par trouver une solution de financement participatif. C'est ça, en fait, des touristes. C'est ça, exactement. En fait, on s'inspire de ce qui existe dans le monde. Il y a plein d'exemples à l'international. Et c'est là où est la limite, en fait, de notre projet. On aime bien transférer les expériences. Mais là, en l'occurrence, on est contraint par ce droit français, cette fiscalité française. Donc, on essaie de trouver une solution au niveau national et puis ensuite, on pourra diffuser la méthode, mais voilà, au niveau national. Donc en fait, aujourd'hui, vous en êtes au stade de cette espèce d'enquête de faisabilité. C'est ça. C'est ça, avec des juristes, des spécialistes de la fiscalité. Oui, alors on est accompagné par un cabinet d'avocats. Donc là, sur le Marais Audomarois, l'étude de faisabilité, elle nous a dit oui, c'est faisable, on peut le faire. Donc on a en fait le dispositif de mécénat qui est à notre disposition en France. Il y a deux outils concrets que nous pouvons utiliser. Donc c'est le fonds de dotation ou l'association. Donc là, on est en train de réfléchir plutôt à l'outil associatif. Donc, on est au tout début. On travaille en groupe de travail là, au niveau local pour travailler à ce projet de statut d'association. Parce que l'enjeu, c'est que je puisse mettre 20 €, comme une entreprise, par exemple, puisse en mettre 1000. Oui, voilà. L'idée, c'est qu'on puisse récupérer des dons à la fois des visiteurs. Donc, par exemple, un visiteur achète un ticket de bateau. Eh bien, soit il décide de faire l'arrondi. Ça existe maintenant, c'est assez démocratisé. Soit il décide de faire l'arrondi, soit il décide de faire un don. Et c'est défiscalisé de 60%. Donc, pour un visiteur comme pour une entreprise. Donc, ça serait l'idée que cet arrondi soit fait au bénéfice d'une association ou d'un fonds de dotation rattaché à la réserve. En fait, c'est ça. C'est rattaché à la réserve. C'est bien à l'échelle de la réserve. C'est bien à l'échelle de la réserve. Qu'est-ce que c'est compliqué, C'est vrai, Andy, vous êtes avec nous. Est-ce que c'est aussi compliqué chez vous, en Angleterre, de faire participer financièrement le grand public et les touristes ? Non, pas aussi compliqué du point de vue légal. Mais au niveau des mentalités, c'est là que
Donc, on peut penser en termes d'associations, de donations, de réductions fiscales pour les entreprises qui donnent aux associations, tout simplement, mais aussi pour les individus qui sont imposables et qui donnent à des associations et qui peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent aider à encourager les gens à faire ça, de donner à des associations. Ça doit passer par un statut d'association de toute manière. Oui, nous avons mis en place une association il y a 15 ans et qui est notre organisme qui reçoit les dons, en fait. Mais c'est pour ça, c'est un point quand même qui est vraiment un défi, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on inclue ça dans les aspects discutés du projet. C'est Lynn Merrill, qui est aujourd'hui dans le public, je crois, qui a beaucoup investigué les pratiques chez nous et à l'étranger, et pour voir ce qui pouvait marcher chez nous. Et donc là, on en est dans le North Devon. On constate que les entreprises sont plutôt volontaires pour participer, et de différentes manières. Par exemple, au moment où les gens font une réservation d'hébergement, on peut leur parler de ce qu'on fait pour la biosphère, pour le projet. Partager l'information à tous les niveaux pour encourager les gens à donner. C'est la méthode la plus simple. Donc, dans ces cas-là, les gens disent, bon, d'accord, je vous mets 5 livres de plus à ma réservation pour participer à la restauration des lieux. Enfin, il y a plusieurs parties prenantes. Il ne s'agit pas de collecter de l'argent et puis de faire ce qu'on en veut. Il faut vraiment que l'argent soit réinvesti ici pour des choses qui vont bénéficier à la réserve. Donc, pour nous, il faut vraiment trouver comment les gens peuvent avoir apprécié leur expérience tellement à un tel point qu'ils ont envie de donner, qu'ils ont envie de partager. Mais on a peur de gâcher la magie des lieux, l'esprit, en disant bon allez maintenant donnez-nous de l'argent. Donc il faut avoir des approches extrêmement douces, extrêmement délicates. C'est beaucoup plus facile en Angleterre qu'en France. Ouais. Juste, Andy, vous disiez, ça fait 15 ans que vous avez créé une association pour récolter ces fonds. J'imagine que, d'abord, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous récoltez beaucoup d'argent? Et puis, deuxième question, est-ce que vous tenez au courant les donateurs de tout ce que vous avez investi, de tout ce que vous avez fait grâce à ces récoltes d'argent? Oui, ça fait 15 ans qu'on a créé l'assoce. Donc, il y a plusieurs manières. À l'époque, il y avait juste une boîte pour mettre les dons. Ensuite, il y a eu des entreprises qui sont venues. Et donc, on a développé d'autres mécanismes. Oui, on est en lien avec certaines des entreprises. On a à peu près entre 3 et 5 000 € par an. Voilà, on a entre 3 et 5 000 pounds par an, et puis on a aussi des chèques de donation. Les partenaires professionnels veulent voir ce que ça donne. Ils veulent voir le résultat de leurs dons. Et par exemple, lorsqu'il y a des dons qui sont faits au moment des réservations, donc c'est pas juste un don gratuit, enfin comme ça de la part des gens aussi, mais c'est les entreprises qui augmentent leur prix pour inclure la contribution.
Mais si les gens donnent eux-mêmes, ils sont sûrement plus investis et moins paranoïaques sur l'usage de ce que ça va, comment ça va être utilisé. C'est pas juste obtenir une réduction fiscale, c'est vraiment voir le résultat sur le terrain. Ouais. C'est un engagement. Anaïs, comme le disait Andy, il faut convaincre les uns et les autres de s'engager comme ça financièrement. Donc, vous y réfléchissez aujourd'hui dans toute votre démarche? Oui, alors effectivement, c'est important d'avoir une communication orientée. Forcément, comme le disait Andy, c'est plus facile de s'identifier à un projet. Forcément, quand on donne, on veut savoir pourquoi, pourquoi on donne. Bon, effectivement, si on dit de manière générale qu'on va participer à la conservation des milieux, bon, on a besoin de s'approprier un projet. Donc, c'est plus facile quand on identifie un projet et ensuite on communique sur ce projet pour récolter l'argent. Et puis ensuite, il y a aussi ce sentiment de responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on vient visiter un milieu naturel qui est sensible. Notre visite a un certain impact, eh bien, on est responsable quelque part. Donc, il y a ce sentiment-là qui doit être pris en compte. Voilà, il y a ça. Et puis ensuite, comment on s'approprie les lieux. Voilà, on participe à l'amélioration du cadre de vie des habitants et puis à l'amélioration, finalement, à l'accueil, de l'accueil des touristes. Voilà. Donc, il y a aussi cette amélioration du cadre de l'environnement général qui est à prendre en compte. C'est vrai qu'on se rend compte que tout ça, il y a un enjeu de communication en fait majeur sur toutes ces démarches, sur tous ces projets. Ça coûte cher, la communication. Oui. Et ça prend du temps. C'est essentiel, de toute manière. C'est un axe qu'il faut absolument privilégier quand on veut monter ce type de programme. Ouais, et on l'a vu aussi pour d'autres projets. On dit, vous êtes d'accord avec cette idée, communiquer, c'est vraiment primordial là, dans toutes ces démarches. Hein. Excuse me, yeah. Oui. I couldn't agree more. J'approuve à 100%. Il faut de l'argent pour ça. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que ça a donné? Il faut toujours savoir raconter des histoires d'une manière à ce que les gens se les approprient et pour les convaincre d'être donateurs. Donc, on doit avoir un plan marketing. On est en train de le développer. Afin d'avancer, on utilise pas mal les réseaux sociaux pour avoir le bon message. Et l'année dernière, vous nous avez donné ça et voilà ce que ça a permis de faire sur le terrain. Il leur faut des exemples concrets. Et en utilisant entre 3 et 5 000 livres par an, voilà ce qu'on peut faire. On a aussi fait organiser une loterie qui a permis de collecter 50 000 pounds. 50 000. Et on doit faire... Et voilà ce qu'on peut montrer aussi ce que donne une entreprise, voilà, qui a donné beaucoup. Ça, c'est une belle entreprise aussi. C'est bon pour les entrepreneurs du tourisme aussi. Hein. Ça les valorise. Bien sûr, c'est un outil de valorisation des acteurs, hein, évidemment, si on met en avant leur implication, y compris financière. Ça vous donne des idées? Vous aimeriez bien arriver jusqu'à ce niveau-là, hein, Anaïs? Oui, complètement. On est au tout début. Hein. On réfléchit donc à cette fameuse association. Là, nous, on réfléchit aussi à la gouvernance de cette association. C'est comment on va travailler ensemble pour ensuite identifier les bons projets à mener. Donc là, on réfléchit peut-être à différents collèges dans l'association. Les collèges des communes, le collège des citoyens. On peut donner un avis consultatif aux citoyens pour qu'ils soient impliqués dans les démarches au niveau local. On peut avoir le collège des associations et puis un collège d'élus qui, lui, peut avoir un pouvoir décisionnel sur les projets à mener.
Pour ceux et celles qui nous suivent en streaming, n'hésitez pas à poser vos questions à Andy et à Anaïs tout de suite sur cette question de la participation financière du grand public, parce qu'on va bientôt faire la pause déjeuner et après, ce sera trop tard. Mais moi, j'ai encore une question pour vous, Anaïs. Donc là, si j'ai bien compris, l'idée, c'est donc vous êtes toujours dans cette réflexion, vous aimeriez sortir un guide méthodologique, une espèce de guide... un kit de mise en œuvre, en fait, hein, c'est ça. Oui. Vous échangez beaucoup avec ce qui se fait ailleurs en France, avec les autres territoires, les autres réserves? Alors, justement, c'est assez inédit sur les réserves de biosphère en France. Donc, je pense que là, l'idée, c'est vraiment de fournir ce kit de mise en œuvre au niveau français, avec la fiscalité propre française et le droit français. Voilà, c'est notre ambition pour la fin du projet. Mais ma question, c'était aussi, est-ce que d'autres réserves en France y réfléchissent pour l'instant? Elles sont intéressées, mais pour l'instant, elles attendent nos résultats. Ah oui, donc vous alliez au bout, absolument. Voilà, chez vous, en Angleterre, on dit, c'est pareil, j'imagine que d'une réserve à l'autre, vous avez échangé sur vos pratiques et les belles expériences que vous aviez de récolte d'argent. Yes, definitely. Oui, naturellement. Oui, parce que chez nous, ce financement par les dons est très courant. Il existe depuis des années. Il y a beaucoup d'endroits où ça a été mis en place avec succès. Donc, on peut s'en inspirer. Les parcs nationaux, en particulier, ont des compétences précieuses. Et il faut voir comment ils ont procédé pour atteindre pour avoir autant de résultats. Il faut transférer les idées d'une réserve à l'autre au sein du pays. Et si c'est à l'échelle nationale, c'est très intéressant. Au niveau du programme Interreg, à l'échelle régionale et au niveau transfrontalier, enfin de l'autre côté de la Manche, nous avons un fonds et on s'est mis d'accord aussi avec les parties prenantes pour qu'il y ait des dons, et 80% de l'argent collecté a été redirigé vers certaines biosphères spécifiques décidées à l'avance. Merci Andy. Une question pour vous deux, vous répondez tous les deux si vous voulez, Anaïs et Andy. C'est Sabine Courouble, qui sera avec nous en fin de journée d'ailleurs, mais qui vous demande quelle est la perception des politiques de cet engagement financier des visiteurs dans les différentes actions. Alors Anaïs, c'est pas encore en place, mais vous vous êtes posé la question, ils sont au courant que vous réfléchissez à... Oui, bien sûr. Alors, de toute façon, c'est un sujet hautement politique. De toute façon, là, chez nous, au niveau local, c'était très, très important surtout, on ne parle pas de taxes. C'est vraiment un programme de réinvestissement volontaire, une contribution volontaire. Donc, les politiques sont vraiment très intéressés sur ce sujet, justement parce qu'on évite la question de la taxe. Parce qu'elle pourrait exister, elle existe par ailleurs, cette question, mais disons, on pourrait en venir là. On pourrait, en fait. Aujourd'hui, on pourrait tout à fait se dire, on met en place une taxe. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas imaginable. Mais c'est pas à l'ordre du jour. Donc, du coup, les politiques sont plutôt contents qu'on réfléchisse à une solution alternative. Andy, chez vous, les politiques, ils regardent ça comment? Ils trouvent que c'est chouette de récolter, d'obtenir des dons? Yes, they do. Yes. Oui, ils se penchent sur la question. Il faut qu'on utilise l'argent intelligemment, surtout quand on a jusqu'à 50 000 livres, et il faut en faire bon usage. Mais comme chez Anaïs, on se demande si ça va soulever la question d'une taxe supplémentaire, ce que ne voudrait vraiment pas voir arriver l'industrie du tourisme. Il faut surtout être efficace avec l'argent qu'on récolte.
L'argent, l'esprit, c'est vraiment l'idée de don et pas l'idée de défiscalisation. Et donc, on essaie de créer des ponts entre le secteur du tourisme et le secteur agricole, parce que ce sont les fermiers et les agriculteurs qui gèrent les espaces, pour beaucoup d'entre eux, et qui n'en tirent pas de bénéfices directs. Donc, nous, on est très redevables, enfin, les industries du tourisme sont très redevables auprès des agriculteurs. But at the same time, they don't want to pay taxes. Et les gens, it is quite a complex argument. Oui, c'est complexe parce que on veut bien recevoir de l'argent, on veut le rediriger vers les gens qui nous aident sur le terrain, mais on ne veut pas payer de taxes, d'impôts, pardon. Et si les agriculteurs participent, on devrait les aider aussi financièrement. Statutory required to do, but if we can take them a bit further, then the other sectors that benefit from it could help. Oui, en fait, tous les secteurs qui bénéficient du tourisme devraient être impliqués, ouais. C'est pour ça que c'est important, et on terminera là-dessus, mais c'est ce que vous disiez, Anaïs, aussi de communiquer sur des projets précis, de solliciter sur des projets précis, ce qui permet après, comme le disait Andy, de faire des retours, d'être transparent, de montrer l'efficacité et de dire voilà, on vous avait demandé de l'argent pour faire ça, on a fait ça. Oui. Hein, c'est hyper important parce que c'est sensible derrière les questions, on l'a bien compris. C'est ça. Donc on reste là-dessus. Oui. Grand merci à vous deux, Andy, Belle depuis le North Devon et puis Anaïs ici en plateau avec moi. Merci à vous deux. Merci à vous tous d'avoir suivi et d'avoir été aussi impliqués dans cette matinée de séminaire. On se retrouve cet après-midi, bien évidemment, après le déjeuner. Ce sera à 14h30 heure française. 13h30 heure anglaise. Et puis on aura cet après-midi encore tout un tas de présentations, d'actions très très précises, d'initiatives de terrain. Andy, vous serez de nouveau avec nous pour nous parler du four à charbon. Et puis on parlera à Brighton d'un grand festival. On va parler d'un rouet du côté de la réserve de biosphère des îles et de la mer d'Iroise. Bref, tout un tas de choses. Ça va être formidable. Donc faites une bonne pause. Et puis je vous dis tout à l'heure, 14h30.